il y a un fermier qui est la CNO. Donc l'autorité délégante, bien évidemment, ne peut pas ne pas avoir une mainmise dans une société que l'État a délégué un service public. C'est tout à fait normal qu'on ait une mainmise dans la mesure où, dans les orientations stratégiques, l'État du Sénégal a voulu reprendre sa souveraineté en matière de production d'eau. C'était une entreprise à majorité étrangère qui était là. Donc, dans le choix stratégique, le Sénégal a opté résolument pour reprendre sa souveraineté. Et ça, c'est après plusieurs investissements. Puisqu'il faut savoir qu'il y a une société de patrimoine qui s'appelle SONES et qui est chargée de la construction de l'ensemble des infrastructures de production. Donc, CNO maintenant étant le fermier qui se charge de la production, du transport, la distribution et la facturation. Après maintenant, il y a tout un arsenal de protocoles, de contrats signés entre CNO et son concessionnaire, la SONES, par rapport à la distribution des dividendes et autres. Donc, ça, c'est tout à fait normal que l'État du Sénégal puisse avoir une mainmise, mais l'État du Sénégal n'est pas dans l'exécution. L'État du Sénégal, l'exécution est mise en œuvre par la direction générale de CNO. Oui, l'État du Sénégal a une mainmise à travers le conseil d'administration où la majorité est composée de la partie sénégalaise. Le client est facturé sur la base de son compteur. Tant que l'eau ne traverse pas le compteur du client, aucun mètre cube ne lui est facturé. Donc toute l'eau perdue dans les réseaux reste au niveau du réseau CNO, n'a pas atteint le compteur du client. Donc le compteur, c'est lui qui sépare la CNO, le réseau de CNO et les installations du client. Donc tant qu'une seule goutte d'eau n'a pas traversé, cette goutte d'eau n'est pas facturée. Donc ça, c'est pour vraiment rassurer tout le monde par rapport à ce point-là. Deuxième question qui a été abordée, c'est aussi sur les changements de compteur. Pourquoi on ne change pas? Certains ont demandé pourquoi on n'a pas changé leur compteur de leur maison. Il faut savoir que le changement de compteur n'est pas systématique. Il peut se faire dans deux cas. Soit du fait de CNO, qui constate que le compteur est défaillant. Le compteur est illisible, on n'arrive plus à lire le compteur parce que c'est un appareil qui peut se briser, des fois même du fait de l'activité au sein de la propriété du client. Ou bien le compteur est bloqué parce que c'est des mécanismes qui peuvent se bloquer avec le vieillissement. Ou bien il est trop âgé. Ça, c'est le cas de CNO qui décide, il constate que le compteur est défaillant, il ne peut plus continuer à faire de l'estimation parce que les estimations aussi sont réglementées par le règlement du service qui est un décret présidentiel. Donc, il faut procéder au changement. La seconde option, c'est le changement qui vient du chef du client. Le client même qui émet des doutes, qui a des doutes par rapport au montant ou bien au volume qu'il est facturé. Il fait une contestation de facture. Il conteste sa facture au niveau de l'agence. Il paye un forfait de 14 000 francs et le compteur est déposé. On lui met un nouveau compteur. Et on envoie son compteur. Il paye ses 14 000 francs, c'est pour demander l'étalonnage. L'étalonnage est fait au niveau du banc, du port autonome, et c'est géré par un inspecteur des poids et mesures du ministère de commerce. Donc, CNO vient comme partie, le client vient comme partie. Et il est passé au banc, et c'est le banc qui décide est-ce que le compteur est bon ou pas. Si le banc, sur la supervision de l'inspecteur des commerces, des poids et mesures, dit que le compteur est bon, le client doit payer sa facture. Il faut savoir que durant le temps où il fait la contestation de facture, le règlement est suspendu. Donc, il est suspendu. Le client n'est plus tenu de payer à ce moment-là. Maintenant, quand le résultat dit que le compteur est bon, dans ce cas, le client est tenu de payer la facture qui lui est demandée. Si le compteur est rejeté, dans ce cas, CNO annule la facture du client et le facture sur la base du nouveau compteur qui a été installé. Donc, voilà les deux situations pour lesquelles le compteur peut faire l'objet de remplacement. Troisième point, il y a aussi l'augmentation de pression avec les installations Vétus. Bokar en a parlé effectivement. Donc oui, on l'a constaté. KMS est venu et a fragilisé le réseau. Le réseau n'était pas préparé, mais heureusement, tous ces projets-là sont cadencés et définis dans le temps. Aujourd'hui, Pape en a parlé tout à l'heure, par rapport à l'augmentation de pression, le réseau qui est préparé, sur Dakar, il y a 300 km de renouvellement de réseau qui sont prévus
par la SONES. Normalement, qui doit démarrer en cours et déjà démarré et qui vont se poursuivre sur 1 ou 2 ans. Donc c'est pratiquement tout le réseau de Dakar qui va être renouvelé. 300 km et des réseaux qui dataient de l'époque coloniale. Donc ça, c'est pour te rassurer. Donc tous ces programmes sont cadencés dans le temps. À augmenter forcément notre portefeuille client. Donc des zones avec les programmes que SONES fait sur les extensions sociales. Le réseau est en train de se développer un peu partout. Aujourd'hui, si vous visitez la zone de Rufisque, le pôle de Diamniadio, les pôles urbains, c'est en train d'avancer. Dakar même, c'est devenu petit par rapport à ces grandes villes-là. Donc effectivement, c'est accompagné par des extensions, etc. Rufisque, déjà l'a dit, c'est un boom qui est en train d'exploser. On a dû faire une nouvelle agence pour pouvoir recevoir les clients. On est en train aussi de prévoir pour Sangalkam, Sébikotane, comment développer, etc. Donc, c'est beaucoup d'extensions, beaucoup de demandes. Donc, on est en train de s'organiser pour vraiment absorber, en fait, ces nouvelles sollicitations des clients. Donc, ça, c'est une volonté. Il faut savoir que le délai de blanchiment de CNO, c'est de 15 jours. En 15 jours, quand le client paye, on doit être en mesure de le réaliser. Sur le stress hydrique, effectivement, c'est une question auquel l'État du Sénégal même a pris conscience. Si vous avez suivi ces derniers temps l'actualité, il y avait un rapport qui a été produit sur la sécurité de l'eau au Sénégal. Donc c'est un rapport que l'État a initié avec l'appui, l'accompagnement de la Banque mondiale pour donner le niveau de vulnérabilité par rapport à l'alimentation en eau du Sénégal. Et c'est de là qu'est né tous les projets structurants que la SONES est en train d'élaborer. Et ils ont appelé ça ce qu'on appelle le triangle de l'eau. Dans les études de cette étude sur la sécurité de l'eau, on s'est rendu compte que d'ici l'horizon 2030, 80% de la production sera autour de Dakar, Mbour et Thiès. Donc tous les projets que SONES est en train de mener, vous avez vu récemment l'inauguration de l'usine de dessalement, vous avez vu, on a parlé aussi de l'usine qui est au niveau de Lac Rose, qui est en cours qui est en projet avec un partenariat avec un autre pays. Donc tous ces projets structurants sont en train d'être menés pour absorber ces 80% durant l'horizon 2030. Maintenant, de façon globale, l'eau ne concerne pas seulement que le Sénégal. Ça aussi, c'est important qu'on en est tous conscients. Nous sommes dans un périmètre. L'eau, comme on dit souvent, n'a pas de frontières. L'eau qu'on est en train de capter sur le Louga, FKLN, etc., c'est alimenté par les montagnes du Fouta Djallon en Guinée. Donc il y a aussi toute une stratégie sous-régionale de gestion de cette ressource essentielle et l'OMVS joue un grand rôle dessus. C'est pourquoi récemment, vous avez suivi aussi l'actualité, l'OMVS a été titré pour recevoir le prix Nobel de la paix parce que partout dans le monde, il y a des conflits terribles, Éthiopie, Égypte, etc. Mais au Sénégal, Mauritanie, Sénégal et Mali ont quand même réussi à avoir une stratégie globale sur la gestion de la ressource. Donc nos États sont conscients de ça et sont en train de faire le travail qu'il faut. Sur l'autre point, le dernier point, je voulais terminer par ça, c'est sur la qualité de l'eau. Vraiment, c'est pour rassurer tout le monde. C'est-à-dire, qualité eau, c'est pour vous rassurer. Il faut se méfier de ce qui apparaît de façon visible, qui est ce qui est apparent. La qualité de l'eau, c'est 2 paramètres. La qualité microbiologique et la qualité physico-chimique. Souvent, les gens spéculent beaucoup sur la qualité physico-chimique parce que c'est celle qui est apparente. On est tous allés à l'école, on a dit l'eau incolore, inodore, sans saveur. Oui, ça, c'est l'école. Mais en réalité, le Sénégal est un pays immensément riche en ressources en eau. Autant les pays arabes sont assis sur du pétrole, nous, on est assis sur l'eau. Partout où vous allez au Sénégal, vous creusez, vous avez de l'eau. On a 4 systèmes aquifères. Et dans chaque région, les systèmes aquifères, la qualité de l'eau dépend de la nature du sous-sol. Si vous allez dans le littoral Dakar, vous avez les nappes superficielles. Ils sont alimentés par les formations superficielles. Si vous allez au Kédougou, c'est les nappes profondes. Ils sont alimentés par les socs anciens. Si vous allez à Diourbel, Tamba, etc., c'est le bassin arachidier. Ces eaux sont riches en chlorure et en fluorure. Donc, dans chaque zone, il y a des types de ressources. Et on exploite les ressources disponibles dans cette zone-là. Donc, le premier enjeu du Sénégal, c'était d'abord un enjeu d'accès à l'eau. Donc, l'accès à l'eau, c'est d'utiliser les ressources qui sont en place et de les mettre à la disposition des populations. Donc, ce défi, depuis lors, le Sénégal figure parmi les pays les plus avancés en termes d'accès à l'eau. Maintenant, le nouveau défi qui est en train de se poser, c'est le défi de la qualité perçue, le confort de l'eau. Et ça, c'est le défi en train d'être relevé. Si on vous parle aujourd'hui de Kédougou, où on a une station de défluorisation nouvelle. Si on vous parle de Foundiougne, une station de défluorisation. Si vous avez Fatick, une station aussi installée. Aujourd'hui, on est en train de préparer aussi pour Mbacké,
ou c'est un système de transfert d'eau, parce que Mbacké, vous avez souvent entendu parler, il y a un système de transfert d'eau de plusieurs centaines de millions qui est en train d'être mis en œuvre. Donc il y avait un défi d'accès et on est en train de régler maintenant le défi de la qualité de l'eau. Mais encore une fois, c'est un défi de confort, d'acceptation pour le client, qui n'a pas, en fait, ça n'a rien à voir avec la valeur sanitaire de l'eau. Le paramètre le plus dangereux, vous avez parlé de deux paramètres microbiologiques et physicaux. Celui qui est dangereux et non visible, c'est le caractère bactériologique. Parce que les bactéries, c'est là où il y a les virus, les microbes et les bactéries. Et ils sont sans couleur. Ils n'ont aucune couleur. Ils sont invisibles. Et c'est eux qui tuent, en fait. Ce n'est pas la physico, ce n'est pas le fer que vous voyez. Ce n'est pas la saveur. Récemment, il y a le maire de Ndofane qui nous disait oui, mais en fait, il y a l'eau, on n'arrive plus quand on lave le linge, ça ne mousse plus. Ça ne mousse plus parce que la dureté a augmenté. On a abandonné un forage qui n'était pas qualitativement bon pour un forage qui est de meilleure qualité bactériologique, mais oui, la dureté elle est un peu plus dure parce qu'il y a plus de magnésium. Donc, vraiment faire attention. C'est l'exemple aussi de Pikine. Si vous voyez à Pikine, de plus en plus, il y a des pompes Jambar qui sont installées. L'eau, elle est claire, elle est limpide, mais elle est polluée par la nitrate. Complètement toxique. Et ça, vraiment, on en profite, vous êtes des journalistes, qu'on fasse la part des choses entre la microbiologie qui renvoie à la présence de virus, bactéries, microbes dangereux pour la santé et la physico-chimie qui est un paramètre de confort que l'État est en train de prendre en charge à travers des stations de retraitement d'eau qui sont en train de... Maintenant, concernant les quartiers que j'ai cités tout à l'heure, qu'on a pu améliorer en termes de temps de présence d'eau, il faut juste rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant Kermomarsar 3, on avait pas mal de difficultés. Après Kermomarsar 3, il y a des quartiers qui ont persisté dans la difficulté liée à leur position géographique en hauteur, etc., ou bien en bout de réseau. Il faut d'abord dire que nous, tous les matins, sur les 403 quartiers que nous suivons en termes de panel, tous les matins, on a la situation globale sur tout Dakar. Les quartiers qui ont manqué d'eau sur les 24 heures, les quartiers qui ont manqué d'eau pendant la mi-journée, ou bien les quartiers qui sont en pression faible. Donc ça, on fait cela, ce point, tous les matins. Et c'est ça qui nous permet d'ailleurs de prendre des décisions pour envoyer des citernes dans des localités pour atténuer un peu ces manquements qu'ils peuvent avoir. Et tous ces quartiers qui sont cités ici, à l'exception de Komiko, il n'y en a pas un quartier où on envoie des citernes pour combler le déficit. C'est vrai que si je prends Keur Gorgui, si je prends Grand Yoff, si je prends également une partie de Yoff, c'était des quartiers qui étaient structurellement déficitaires. On avait l'obligation d'y envoyer des citernes tous les matins. Mais aujourd'hui, en l'absence de panne sur nos ouvrages ou bien de réparation de fuite, tous ces quartiers, on arrive à les alimenter. Maintenant, il peut y avoir des cas où on peut être dans des immeubles où on n'a pas un dispositif de surpression et qu'à certaines heures de la journée, l'heure n'arrive pas à atteindre les niveaux supérieurs des étages. Mais hormis ces cas, si on n'a pas d'incident sur le réseau, si on n'a pas d'ouvrages de production qui sont en panne, tous ces quartiers-là arrivent à avoir un temps de présence d'eau qui est relativement correctement amélioré. Maintenant, je le rappelais tout à l'heure, il y a des projets qui sont structurants. Je dirais que dans le schéma hydraulique de l'eau, il y avait Kermomarsar 3, il y avait le dessalement de l'eau de mer et il y avait le renouvellement de réseau. Tous ces projets ne sont pas encore bouclés. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on a des perturbations sur des ouvrages ou bien des incidents sur le réseau, les quartiers dits les plus vulnérables sont automatiquement touchés. Je donne par exemple l'exemple de Grand Yoff. Le dernier incident qu'on a eu sur Grand Yoff, qui avait suscité des manques d'eau sur un certain nombre de rues, on avait un réseau qui était renouvelé depuis, je sais, parce que je n'arrive même pas encore à retrouver l'année durant laquelle ce réseau a été renouvelé. Et c'est sur 2 km de réseau où on avait beaucoup de fuites. On était obligé de faire la déconnexion de ce réseau-là. Maintenant, quand on a arrêté ce réseau, il y a eu pas mal de clients qui ont eu des manques d'eau et on les réglait cas par cas. Aujourd'hui, tout ce réseau a été déconnecté et tous les clients ont été ralimentés. Maintenant, on pourra poursuivre pour ces cas, pour aller les voir au cas par cas, pour pouvoir y apporter des solutions par rapport à ça. Maintenant, sur Komiko, où je disais qu'on a encore une tension. La tension sur Komiko, au départ, Komiko compte 60 rues sur les quartiers qui étaient déficitaires. On avait dénombré 20 rues qui avaient des difficultés réelles en termes d'approvisionnement en eau. C'était des localités qui pouvaient rester 24 heures sans jour sur ces 20 rues-là. Sur les 20 rues, aujourd'hui, je peux même dire qu'on a réglé les 19. Il nous reste une rue. Et d'ici la fin de l'année, il y a un autre projet de renforcement qu'on veut venir pour améliorer
considérablement l'alimentation en eau potable de cette zone. Donc globalement, ce que je pourrais dire un peu sur ces quartiers qui sont cités, que ça soit Grand Yoff, que ça soit Keur Gorgui, Keur Damel, etc. Donc sur la partie de Sicap Foire, Cyprès, ça c'est des témoignages clients qu'on a, des clients qui manquaient véritablement d'eau. On a fait des projets de renforcement et qui sont revenus par des messages, par des trucs, pour nous confirmer effectivement qu'il y avait une nette amélioration